Alors bonjour, donc dans cette vidéo nous allons parler d'introspection. On va voir ce que ça veut dire et pour pouvoir parler d'introspection il va falloir qu'on parle de la machine virtuelle Java. Alors, l'introspection c'est quoi? Bon alors en termes généraux c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui permet de se regarder soi-même. Et l'introspection Java, c'est un mécanisme qui va permettre à un programme Java de se regarder soi-même, de voir de quelle classe il est constitué, voire de charger des classes qu'on qu'il ne connaît pas. On va voir ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc ici, on va d'abord voir qu'est-ce qui permet finalement à un programme Java de se regarder et pas, par exemple, à un langage comme le C, de se regarder lui-même. Alors, il y a quelque chose de fondamentalement différent entre le modèle de compilation du C et le modèle de compilation du Java, donc le modèle de possession de langage sans machine virtuelle en général. Hein, donc, dans un langage comme le C, voilà, on a des fichiers sources, tout comme en Java. On les compile, donc on les transforme en une autre représentation qui est plus exécutable. Alors en l'occurrence, en C, ou dans d'autres langages sans machine virtuelle, ce qu'on va générer sont des fichiers objets, donc .obj si on est en Windows, .o si on est en Linux, hein, donc plutôt .o comme vous avez fait au cours. Ces fichiers, en fait, ils ont comme particularité de contenir en fait du code machine, c'est-à-dire du code qui est exécutable par le processeur cible. Donc un compilateur, en fait, transforme votre code C vers du code pour un certain processeur. Donc en fonction du processeur que vous avez, il va générer du code différent. Hein. Alors, chaque fichier va être transformé en un fichier objet, et quand on aura rassemblé tous ces fichiers ensemble pour créer un exécutable, en fait, on utilise ce qu'on appelle le linker. Pourquoi le linker? C'est aussi appelé éditeur de liens en français. C'est que vous voyez par exemple ici ce programme main, il fait appel à une fonction qui se trouve dans une autre, à des fonctions qui se trouvent dans d'autres fichiers. Ces fonctions vont se trouver dans les différents fichiers objets. Donc la fonction f1 sera dans le A2, point objet. Ce que linker va faire, c'est qu'il va permettre en fait au code machine présent ici d'appeler la fonction présente là. On va pas détailler comment ça se passe, hein, ça prendrait pas mal de temps. Et au final, ce qu'on a, on a un exécutable qui est en fait du code machine directement exécutable par le processeur. Il y a quelques informations pour savoir comment charger vraiment le programme, mais en gros, c'est du code directement exécutable par le processeur. Et donc, on lance ça, et c'est exécuté par le processeur directement, comme ça, donc c'est mis en RAM, et boum, c'est exécuté. Alors, en Java, le modèle est quand même un peu différent, même si le point d'entrée paraît être le même, hein, donc on prend un programme, on compile, on génère non pas des points objets, mais des points classes. Alors ce que point classe, ce qui a comme particularité, c'est que ça contient pas du code directement exécutable par le processeur. C'est ce qu'on appelle du bytecode, qui est en fait des instructions exécutables par ce qu'on va appeler la machine virtuelle Java. Donc c'est pas du code destiné au processeur. C'est du code destiné à une machine virtuelle, un processeur virtuel, qui est la machine virtuelle Java, qui est quand même assez différent d'un processeur classique. Hein. Donc on va quand même montrer un petit peu au terminal qu'on a bien des points classes quand on compile. Donc ici, j'ai un répertoire avec deux fichiers Java. Alors en fait, si j'appelle le compilateur Java, ce que vous faites jamais parce que vous travaillez dans un éditeur, mais il y a bien un compilateur qu'on peut exécuter en ligne de commande en Java. Donc si je compile tous ces programmes Java, eh bien, ce que j'obtiens, pour chaque fichier Java, j'obtiens un point classe correspondant, donc l'équivalent du point O ou du point OBJ quand on compile du C, eh bien, c'est le point classe ici. Alors,
on n'a pas d'édition des liens, c'est-à-dire qu'on va pas construire un exécutable directement, encore que, voilà. Mais normalement, on fait Java, on lance, on dit, voilà, je veux exécuter maintenant mon point d'entrée principal. Ben, quand on fait ça, en fait, on va lancer un programme qui est la machine virtuelle Java, qui va aller exécuter le bytecode qu'il y a ici à l'intérieur. Et donc le programme Java n'est pas exécuté directement par le processeur, il est en fait exécuté par la machine virtuelle Java, donc Java Virtual Machine ou JVM. Hein, si parfois vous faites votre explorateur de tâches et vous voyez les JVM qui tournent, ça veut dire que c'est un programme Java qui est en train de tourner. Et donc on met la JVM va faire des choses avec ces points classes. Alors pour être exact, ce qui va vraiment se passer, c'est qu'on a ce qu'on appelle un class loader qui va en fait prendre ce fichier .class, le mettre en mémoire en le transformant un petit peu, et puis il va être exécuté par ce qu'on appelle le moteur d'exécution, l'execution engine, qui lui va à la volée transformer ça en du code qui est déjà plus exécutable, qui est le code du processeur. Alors pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que si on lève un peu le voile un peu plus, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ça c'est la vue complète de ce qui se passe quand on exécute un programme Java, en fait. Hein. Donc il y a le class loader qui va charger la classe, il va faire une espèce d'édition des liens, il va regarder quand même, hein. Il va initialiser les classes. Alors, on parlera lors de vraiment de l'introspection, ce qui se passe réellement. Et puis il y a ça va charger en fait en mémoire toute une série d'informations. Alors des choses qu'on connaît déjà plus ou moins par le cours d'OS, il y a le heap, qui est en fait l'endroit où on va allouer la mémoire pour les new. Il y a le stack, c'est là qu'on va empiler nos appels de méthode. Il y a le programme counter qui dit quel est l'instruction courante en train de s'exécuter. Puis il y a method area. Alors method area, ça va être vraiment intéressant. Ça contient en fait les données par rapport aux classes. Quelles sont les méthodes à exécuter dedans, des choses comme ça. Ça contient en fait des métadonnées quelque part, hein. Ça décrit en fait quelles sont les méthodes statiques, les constantes, les choses comme ça. C'est ça qui va nous permettre d'avoir cette introspection le programme qui se regarde lui-même en fait. Hein. Puis on a l'execution engine qui va interpréter ce bytecode, mais il va aussi le transformer en du code machine vers le processeur sur lequel on est, quoi. Voilà. En plus, il y a d'autres choses. Par exemple, il y a le Java Native Method Interface qui permet en fait d'appeler, par exemple, des librairies C. Ce qui va vraiment se passer, en fait. Hein. On aura des librairies C parce qu'en bout de compte, en fait, il faudra exécuter du code machine et en fait, c'est C++. Hein. Donc voilà, ça c'est la picture, le grand vue de ce qui se passe dans Java. Donc, c'est pas si simple que ça, mais le fait qu'on exécute sur une machine virtuelle et qu'on ait des métadonnées par rapport au programme qui est en train de s'exécuter, va nous permettre de se regarder, mais aussi de manipuler ces métadonnées. Donc on va voir qu'est-ce que permet l'introspection dans les vidéos suivantes.